Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est maire de Dijon, ancien ministre du Travail. Bonjour François Rebsamen. Bonjour. Emmanuel Macron est président, ça ne vous a pas échappé? Oui. Mais vous étiez nombreux à ne pas y croire. Souvenir. Emmanuel Macron, parfois, va plus vite que la musique. Et à force de vouloir être à la fois de gauche et de droite, il finit par être nulle part. Aujourd'hui, je considère que le projet d'Emmanuel Macron, c'est le marchepied du Front National. Macron, c'est un peu California Dream, si vous voulez. C'est-à-dire, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on a un avenir comme ça. C'est le candidat de tous ceux, d'abord, qui ont intérêt à faire exploser la gauche. Il a fait un bon parcours au départ de ministre. Il montrait qu'il pouvait être différent. Et finalement, il s'est banalisé. C'est une voix neuve, c'est un visage neuf, c'est une démarche vieille. Je pense qu'Emmanuel Macron, à force de vouloir être bienveillant avec tout le monde, il dit des bêtises. Voilà, il y avait dans le désordre Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey, Jean-Marie Le Guen, Mathias Fekl, l'actuel ministre de l'Intérieur. Et on a fini avec vous, François Rebsamen. Il dit des bêtises. Alors, maintenant qu'il est devenu il dit des bêtises? Il a dit des bêtises, oui. Ah bon? Il en dit encore ou pas? J'ai regardé le programme en détail, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtises? Je suis très heureux, je voudrais le dire ici, oui, de l'élection d'Emmanuel Macron. J'ai appelé à voter pour lui entre les deux tours. J'ai fait un grand meeting à Dijon, de rassemblement, sans barguigner. On a tous appelé, et c'était tellement important, la situation est grave. FN qui double ses voix. C'est-à-dire, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron entre les deux tours pour faire barrage à Marine Le Pen, ou parce que vous pensez que son projet est un bon projet? Et pour les deux raisons. Quand il y a un choix binaire au deuxième tour, eh bien, il était clair que je me reconnaissais 100 fois plus dans le programme d'Emmanuel Macron. En plus, il a été quand même, je veux dire, proche du bilan du président pendant 5 ans, donc 4 ans. Il n'aime pas qu'on le lui rappelle. Oui, je sais, mais moi, je le rappelle ici, et ça ne l'a pas empêché d'être élu, et bien élu, d'être en tête au premier tour même. Donc, il doit quelque chose au président et il est ingrat en ne le reconnaissant pas? Je ne sais pas, c'est lui qui lui seul peut dire. C'est un peu ce que vous suggérez. C'est une relation personnelle. Non, je constate simplement que ça ne l'a pas empêché, cette proximité avec le pouvoir, l'exercice des fonctions et le bilan ne l'a pas empêché d'être élu. Je dirais que ça l'a même aidé. J'en suis satisfait. Et la France qu'il trouve en 2017 au niveau économique, perspective économique, est très différente, fort heureusement pour lui d'ailleurs, de celle que nous avons trouvée en 2012. Vous disiez qu'il y a des bêtises dans son programme, hein? Oui, à l'époque, j'avais dit ça, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, mais ça peut arriver. Par exemple, la loi d'habilitation sur les ordres pour réformer le Code du travail par ordonnance. Non, on va y revenir après. Alors, juste, oui, 39 ans, c'est trop jeune pour être. Oh non, c'est bien. Ça renouvelle la vie, politique. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est bien pour la France. On est regardé, on est apprécié dans le monde. C'est une belle image. Franchement, que de la satisfaction de le voir aujourd'hui président de la République. Emmanuel Macron, on attend qu'il désigne son Premier ministre. Vous avez une idée du profil idéal du Premier ministre que doit nommer Emmanuel Macron? Non, sincèrement non. Si c'est quelqu'un de droite, c'est un problème? Ça sera un problème pour la droite, parce que la gauche reste la gauche, le Parti Socialiste reste le Parti Socialiste. Ça ne serait pas un problème pour la gauche? Non. On en parlera. Ça ne serait pas un problème pour la gauche? Ça dépend quelle est la composition du gouvernement. On verra quelle est la composition du gouvernement. Mais si c'est un Premier ministre de droite, je pense que, ou de centre-droit, c'est quand même sur la droite que ça va peser en plus. Parce que nous, on va défendre un programme de justice sociale dans 577 circonscriptions. Et donc, je ne pense pas que ceux qui croyaient au Parti Socialiste, etc., même s'il y a un renouvellement nécessaire qui est fait, aient disparu. Donc, on verra comment ça se passe. Mais est-ce qu'il peut y avoir une opposition de principe à l'Assemblée de la part des socialistes si le Premier ministre est un homme ou une femme de centre-droit, par exemple? Mais il peut y avoir 2 premiers ministres, tout le monde l'a bien compris. C'est-à-dire que il va y avoir un Premier ministre qui va faire la campagne électorale pour avoir une majorité à l'Assemblée. Après, encore faut-il qu'il ait la majorité. La droite, avec François Baroin, a réclamé une cohabitation, en quelque sorte, le pouvoir, en disant « nous allons être majoritaires et tout ». Eh bien, moi, peut-être, nous allons faire une coalition. On ne sait pas comment les choses se passeront. Je ne sais pas si les candidats de La République En Marche, j'essaie de m'y faire parce que ça vient de changer, les candidats auront la majorité absolue tout seuls. Et s'ils ne l'avaient pas, je pense qu'on pourrait établir les bases d'une coalition, comme ça se fait dans d'autres pays démocratiques. Vous en doutez du fait qu'il y ait une majorité absolue? Oui. Pourquoi? Parce que l'élection législative, c'est ce que je disais, c'est une autre élection que l'élection présidentielle. C'est 577 circonscriptions, et puis il faut aller convaincre partout.
Donc, on va voir remonter mécaniquement, forcément, le score du Parti socialiste. Il y a des députés Honnêtement, sortants. il ne peut pas descendre. Hein. Oui, il était descendu, là, il est remonté déjà. Il était descendu assez bas avec le candidat. Oui, c'est bien ce que je vous dis. programme. Ah, Donc, oui, je oui, serais je sais étonné pas, qu'il oui. descende encore. C'est ça. Oui, mais attendez-vous Voilà. à ce qu'il remonte Voilà. largement. Oui, il peut Là, pas descendre, vous c'est êtes bien ce que je disais. Cher C'est le vrai. Premier ministre, pour être précis et puis un peu complet, Emmanuel Macron a dit son souci, on peut le comprendre de son point de vue, j'aimerais le vôtre, qu'il entendait nommer un Premier ministre dès la passation des pouvoirs, mais un Premier ministre qui dure. Et il n'entendait pas en changer après les élections législatives. S'il devait en changer, ce serait un échec pour lui. Et c'est pas bien de commencer un quinquennat avec un échec. Donc j'imagine que vous ne le souhaitez pas, puisque vous dites que c'est formidable. Je qu'il souhaite ait la été- réussite de ce quinquennat, bien évidemment. Oui, donc Puisque le Premier ministre je nommé propose- continue après. à condition que lui, et peut-être lui et nous, ayons une majorité à l'Assemblée nationale. Le fonctionnement de nos institutions, c'est que si la droite est majoritaire à l'Assemblée nationale, s'il n'a pas de majorité, et s'il y a une droite majoritaire, il sera bien obligé de prendre un Premier ministre dans le groupe majoritaire. C'est comme ça que ça se passe dans la Ve République. Donc, D'où l'importance. mais je ne souhaite pas qu'on commence ce quinquennat par une cohabitation, je le dis tout de Voilà. suite. D'où l'importance de nommer un Premier ministre qui, si c'est un Premier ministre de droite qui est nommé la semaine prochaine, c'est peut-être un problème pour vous quand même. On verra, on verra. C'est une situation compliquée. Hein. Oui, oui. Mais ce qui est amusant, c'est que vous n'évoquez la cohabitation que dans le cas où ce serait un Premier ministre de droite. Mais ça peut être une cohabitation aussi dans l'autre sens. Hein. J'ai fait la différence. Ouais. J'ai parlé de cohabitation avec Ouais. la droite parce qu'ils revendiquent le droit d'être majoritaire. Je ne pense pas que le Parti socialiste sera majoritaire à lui tout seul, donc j'ai parlé plutôt de coalition. La coalition, une coalition de gouvernement, un contrat de gouvernement, les choses peuvent se définir. Et cette discussion se poursuit dans une minute. Tout pile, il est 8h40 et Victor Mattei là. Et on vient de l'apprendre, Manuel Valls ne remplit pas pour l'instant les conditions d'une investiture en marche pour les législatives. C'est ce que dit Jean-Paul Delevoye, en charge de ces investitures justement pour le mouvement d'Emmanuel Macron. En conflit ouvert avec une partie du Front National depuis plusieurs mois, Marion Maréchal Le Pen se met en retrait de la vie politique. La députée et conseillère régionale FN va quitter ses mandats pour s'occuper de sa famille et peut-être travailler à l'avenir dans le privé. La France Insoumise et le PCF négociaient depuis plusieurs jours dans un climat très tendu. Au final, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il n'y aura pas d'accord avec les communistes pour les législatives en juin. Mercredi 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de l'esclavage. Cérémonie officielle à 11h près du Sénat et deuxième apparition commune de la semaine pour François Hollande et Emmanuel Macron. Et puis après la diffusion sur les réseaux sociaux de fiches de personnes recherchées qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Ces informations ont été largement partagées sur Internet alors même qu'avait lieu lundi une vaste opération de police Gare du Nord à Paris. France Info. C'est François Rebsamen, l'invité de France Info, jusqu'à 9h ce matin. La question, c'est vous, Gilles Bernstein. Alors hier, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a fait acte de candidature au nom de La République En Marche. C'était sur RTL et on l'écoute. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République En Marche. Et alors, dans sa grande bonté, Jean-Paul Delevoye, le président de la commission d'investiture d'En Marche, a dit ce matin que, eh bien, Manuel Valls ne répondait pas aux critères, il n'aura pas l'investiture En Marche. Qu'en pensez-vous ? C'est un feuilleton un peu curieux, pas très valorisant, ni pour les uns, ni pour les autres. On ne doit pas essayer d'humilier les gens, je pense, en politique, ça ne sert à rien. C'est un ancien. Ça, c'est pour Macron, il n'a pas humilié Valls. Non, je parlais de la réponse que vient de faire Jean-Paul Delevoye. Je pense qu'on doit traiter autrement un ancien Premier ministre. Ils sont trop arrogants du Il côté de La y a un peu République En d'arrogance Marche visiblement dans la réponse Macron. qu'a faite Jean-Paul Delevoye ce matin. Voilà. Mais est-ce que Manuel Valls, Guy, n'a pas essayé de forcer la porte un peu ? Si, bien sûr, mais ça sent cette envie. Mais après tout, c'est son droit le plus strict. On évoque des scènes un peu compliquées. Manuel Valls souhaite être candidat avec l'étiquette En Marche et En Marche refuse de lui donner l'étiquette, pour faire simple. Ça dit quelque chose de, comment dirais-je, dangereux dans la perspective de ces législatives, ces espèces d'intransigeance du côté d'En Marche. Moi, je pense que... Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Oui, mais je vais vous répondre. Je pense que l'heure doit être, et c'était la volonté du nouveau président de la République, d'Emmanuel Macron, l'heure doit être au rassemblement. Mais le rassemblement, ça ne peut pas être l'uniformité.
On ne peut pas dire qu'on veut renouveler la vie publique, la vie politique, en disant j'ai 577 candidats, dans 577 circonscriptions, ça doit faire 577 députés. Ça ne fonctionne pas comme ça, la démocratie. Et donc, c'est la diversité, c'est des différences. La démocratie, c'est ça. Et donc, moi, j'appelle aussi à respecter les uns les autres dans les décisions, les positions qui sont prises en ce moment. Le Parti socialiste a désigné ses candidats. Il y avait hier, je voudrais le dire ici, contrairement à ce que je lis dans la presse écrite ce matin, beaucoup de fierté d'être ensemble, beaucoup de fierté d'avoir à défendre un bilan qui n'a pas été défendu, qui n'a même pas été présenté. C'est vrai que nous en avons une responsabilité, mais on va le faire. Vous l'avez dit. On va le faire dans les 577 circonscriptions. Et moi, je suis sûr que ce bilan réévalué va permettre à nos candidats, sur les propositions qui ont été adoptées hier, sur cette gauche constructive et vigilante, eh bien, nous allons pouvoir avancer, avoir des élus, et puis proposer, oui, parce que nous sommes assez proches, d'être en coalition avec Emmanuel Macron, ou son mouvement, plus exactement. Son parti, je ne sais pas encore comment il faut dire. Emmanuel Macron a l'air, on en a peut-être dit un mot tout à l'heure, mais il a l'air d'être... je cherche le mot, il ne va pas me venir, mais enfin... Méfiant ? Non, il a une espèce de honte d'avoir participé au quinquennat. Il veut absolument qu'on n'en parle pas, et c'est sans doute pour ça que toute personnalité qui vient du Parti socialiste est très mal accueillie. Il y a une honte. Je ne crois pas que toute personnalité... Non, je pense que c'est plus habile que ça. Je ne veux pas trouver d'adjectif vexant. C'est plus habile que ça. Par exemple, c'est très bien que Jean-Yves Le Drian, ils ont été lui demander de les rejoindre. Donc, il y a des personnalités socialistes qui sont acceptables. Ce qui est vrai, c'est que visiblement, ça ne s'est pas très bien passé entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Oui, et ça laisse des traces, visiblement. Oui. Mais nous, ça, ce n'est pas notre histoire. Quand Manuel Valls était Premier ministre, il n'a pas toujours été gentil avec Emmanuel Macron. Notre histoire, aujourd'hui, c'est de construire à nouveau une majorité de gauche pour défendre la justice sociale, avoir des propositions qui permettent à nouveau d'avancer dans le progrès social et économique que nous souhaitons. On va parler du programme du président Macron avec Gilles Borstein. Et oui, et dans ce programme, il y a l'idée de réformer le droit du travail dans un sens pour aller plus loin dans la libéralisation. Vous avez été ministre du Travail et des Affaires sociales. On écoute celui qui n'était pas encore président de la République, c'était sur BFM. L'autre point que dès le début, enfin, je lance, c'est la réforme du droit du travail, la simplification, le fait de renvoyer beaucoup plus de choses à l'accord majoritaire d'entreprise et l'accord majoritaire de branche. Vous-même, vous aviez été loin dans ce domaine, sur les seuils sociaux, par exemple, je m'en souviens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Avec ce qu'il vient de dire Oui. Sa réforme du Code du travail. C'est autre chose. Il a annoncé qu'il voulait réformer par ordonnance le Code du travail. On parle du fond d'abord, on verra la méthode après. D'accord. Mais la forme et le fond sont difficilement dissociables. D'accord. Parce que ce que je veux dire, c'est que tout commence par le dialogue social. Et donc, on peut très bien légiférer par ordonnance si avant, il y a eu un débat et si il y a eu un accord social qui a été donné. Les ordonnances, c'est une pratique courante, je la suis sur la forme, c'est une pratique courante de légiférer quand on a un accord. On donne la teneur de l'ordonnance et puis les députés se prononcent. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas réformer le Code du travail sans avoir d'abord un dialogue social avec les partenaires sociaux. Trouver un accord avec des syndicats, comme par exemple la CFDT, d'autres syndicats. Les syndicats réformistes, oui. Trouver un accord, et s'il n'y a pas d'accord, c'est dangereux de passer par ordonnance. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, tout à fait. D'ailleurs, il y a dans le Code du travail un article premier qui dit, qui est presque un préambule du Code du travail, qui dit qu'on ne peut pas réformer le Code du travail sans avoir d'abord une discussion avec les organisations. Dans ces cas-là, vous savez bien que le débat porte sur la vitesse et la nécessité de réformer enfin, c'est ce qui est dit en tout cas ce pays. L'efficacité. L'efficacité, ça va encore prendre 2 ans. Ça prend le temps que ça prend la démocratie. C'est comme ça, le dialogue social. On avance beaucoup plus solidement avec le dialogue social. Moi, j'ai fait une loi qui était faite, on peut dire, de petites avancées. Mais c'est par le réformisme et par le dialogue social qu'on ancre durablement une réforme dans la vie publique. Parce que sinon, c'est souvent, vous savez, les uns font ça, vu qu'ils l'ont fait en force, eh bien, les autres arrivent derrière et ils renversent.
Et ça donne la loi El Khomri. La loi El Khomri, il y avait je veux Voilà. le dire ici, la loi El Khomri, il y avait des choses très très bien dans la loi El ça Khomri. finit en 49.3. Et il y avait la présentation n'a pas été de bonne qualité. Les organisations syndicales représentatives n'ont pas été associées au départ. Je me rappelle de la position de la CFDT notamment. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'il faut d'abord un accord avec les organisations syndicales. Mais là, vous donnez une sorte de droit de veto aux syndicats. Finalement, un président élu à 66% ne peut-il pas réformer le pays comme il l'entend, quand bien même les syndicats ne seraient pas d'accord? Il va C'est essayer. ça la démocratie, il a un mandat. Ce président élu, je pense, veut et va faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il veut expliquer ce qu'il veut faire. Il veut en donner les tenants et les aboutissants. Donc, il va le faire sûrement sur le Code du travail, ce qu'il en attend. Il doit d'abord demander, si les syndicats ne veulent pas, on n'y va pas. Est-ce que c'est ça la démocratie? Il doit discuter d'abord, bien évidemment, même nouvellement élu. Oui, s'ils disent non. S'ils disent non. C'est pas son mandat d'y aller quand même. Moi, je ne me pose pas dans cette situation. Je dis, on commence d'abord par débattre. On sait très bien ce qu'ils vont dire. On sait très bien comment ça Ouais, va finir. La CFDT dira oui. La CFDT dira oui. La CGTFO dira non. La CGC peut suivre. La CFTC peut suivre. C'est pas vrai. Il y a eu des accords majoritaires qui ont été signés avec des organisations réformistes. Et donc, il faut tenir compte de leur position. Pour l'instant, le candidat Macron a dit si je suis élu, je ferai cette réforme du travail. C'est-à-dire, il n'a jamais évoqué l'étape de la négociation syndicale. Oui. Il ne l'a jamais évoqué. Il y a eu déjà beaucoup de négociations sur, notamment, la réforme des prud'hommes, puisque j'ai entendu parler de la réforme des prud'hommes. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est aussi d'étatiser le dialogue sur l'assurance chômage. Voilà. C'est-à-dire en finir avec le paritarisme, c'est une bonne idée, ça? Moi, je vous ai dit que je défendais le dialogue social, donc je veux pas... Donc vous êtes hostile au paritarisme? Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup non, pas hostile au paritarisme. Vous êtes favorable au paritarisme ce matin? J'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais ça veut dire que ça ne va pas être facile, la cohabitation entre un futur groupe socialiste et Emmanuel Macron. Pour les auditeurs, si, il y a des choses qui sont... Il y a beaucoup de points de convergence, et puis il y a des points de vigilance sur lesquels on dit on n'est pas d'accord. Voilà, qu'est-ce que vous vouliez dire à nos auditeurs pour être... Je voudrais dire aux auditeurs, le paritarisme, tout ça, ça peut sembler compliqué. Le dialogue social, il le voit tous les jours dans les entreprises. Il y a 36 000 accords d'entreprise qui sont signés et la CGT en signe beaucoup. Il a la brutalité de sa jeunesse, peut-être, Emmanuel Macron? Je ne crois pas qu'il soit brutal. Je le pense plutôt pédagogue et bienveillant. Vous pensez qu'il va devoir un peu ralentir son rythme? Quand même. Ralentir le rythme, peut-être pas, mais faire encore plus preuve de pédagogie. Vous auriez envie de travailler avec lui? Est-ce que j'ai envie? J'ai travaillé avec lui, à côté de lui. Pas avec lui, mais à côté de lui. Visiblement, vous l'aimez bien, mais il y a un peu de distance, il y a un peu les deux. Non, je suis moi et il est lui. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Ça me rappelle quelque chose. Allez savoir quoi, il est 8h50 sur France Info. Victor Mattei, là. Manuel Valls ne remplit pas à ce jour les critères d'une investiture en marche pour les législatives. Voilà ce que dit ce matin sur Europe 1 Jean-Paul Delevoye, en charge des investitures pour le mouvement d'Emmanuel Macron. Nous avions prédéterminé un candidat sur le département de l'Essonne. Nous n'avons pas vocation à recycler les politiques sortants, ajoute Jean-Paul Delevoye. La France insoumise, elle, dénonce des combinaisons sans principe de la part du PCF après des jours tendus de discussion. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il n'y aura pas d'accord avec les communistes pour les législatives. À 4 jours de la passation de pouvoir, le dernier conseil des ministres de François Hollande à l'Élysée ce matin à partir de 9h30. Le chef de l'État et son successeur Emmanuel Macron qui présideront ensuite la cérémonie de la journée nationale des mémoires de l'esclavage dans les jardins du Luxembourg. Le lanceur d'alerte Edward Snowden appelle tous les Américains à condamner le limogeage du directeur du FBI qu'il qualifie d'ingérence politique. À la surprise générale, Donald Trump a mis fin aux fonctions de James Comey. Il enquêtait sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle. Et puis trop bon en attaque, trop efficace en défense, bref trop fort pour Monaco. La Juventus Turin élimine le club français en demi-finale retour de la Ligue des champions de football. Victoire hier soir, 2-1. France Info. L'émission politique de France Info se poursuit jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. François Hollande tient aujourd'hui son dernier conseil des ministres. C'est donc un quinquennat qui se termine et il y avait un peu d'amertume dimanche au moment, juste après son vote chez François Hollande. On écoute l'ancien président de la République. Je vais penser peut-être à tout ce que moi-même j'ai accompli. Je pensais aussi à ces instants passés à l'Élysée, à tous ces bonheurs qui m'ont été donnés de servir la France, ces sacrifices qui ont dû être faits. Je penserai aussi à ma mère, parce qu'elle n'était plus là quand j'ai été élu président. Ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour qu'elle soit fière. On sent la tristesse. Hein. Vous avez de la mélancolie, un peu de mélancolie, oui.
Vous en éprouvez, vous, de la tristesse? J'en ai éprouvé quand il a refusé de se présenter, quand il a dit qu'il ne se représenterait pas. Et puis, voilà, la vie a repris son chemin, et le combat politique, la défense des idées, finalement. Mais il y a des moments où on a... où la tristesse remonte. Oui, enfin, la tristesse, je l'ai dit, la mélancolie. La mélancolie. On peut dire qu'il a loupé son quinquennat? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait loupé. Je pense qu'il ne l'a pas expliqué. Et c'est... du suicide, alors? Comment? C'est du suicide, alors? C'est mal expliqué, je pense que c'est mal expliqué. C'est comme ça, c'est peut-être pas facile aujourd'hui, c'est peut-être moins facile d'expliquer, on va voir ce qui va se passer. Donc d'où la position d'Emmanuel Macron de beaucoup plus d'efforts, d'explications, de pédagogie qu'il va falloir faire. Mais, et puis, je n'oublie pas les frondeurs. Je n'oublie pas les frondeurs qui ont quand même... Vous avez voté pour un frondeur au premier tour de l'élection présidentielle? J'ai été fidèle à mon parti, et voilà. C'était un frondeur quand même. J'ai été fidèle à mon parti. C'est contradictoire. Bah oui, mais j'ai une fidélité à mon parti. C'était comme ça. Et je l'ai encore. La fidélité avant le parti, donc ça passe avant la fidélité au pays d'une certaine façon. Non, parce que j'ai fait... non, parce que si... si. Mais non, pas du tout. J'ai fait ce qu'il devait pour... Oui, mais je sais bien, je le connais bien. Mais ce qui se passe là, c'est tout simplement la victoire d'un homme qui a su à un moment porter sa chance. Et donc, voilà, très bien. Gilles Bornstein. Finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison, Emmanuel Macron, de dire que voilà, ce vieux système politique, il ne fonctionnait plus, que ça n'allait plus et qu'il fallait tout mettre à bas? Je ne sais pas s'il a dit qu'il fallait tout mettre à bas. C'est d'autres candidats qui l'ont dit. Il a dit qu'il fallait. Il a dit qu'il fallait renouveler complètement. En tout cas, on sent bien qu'il y a un vieux système, monsieur Ratenne. On sent bien qu'il y a un vieux système qui rame derrière. C'est en partie le vôtre. Et puis il y a un nouveau système, un peu comme. Oui, nous sommes de la jeune aujourd'hui dans ce renouvellement. Macron. Il y a 60% de nouveaux candidats au Parti socialiste. Donc c'est le besoin de renouvellement. C'est des candidats qui n'ont jamais été candidats. C'est 10% de diversité. Avec un vieux logiciel, donc manifestement. Mais non, pourquoi un vieux logiciel? C'est quoi le vieux logiciel? C'est la démocratie, le vieux logiciel? C'est ça? C'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste. Mais non, pourquoi? Vous voulez qu'il soit... c'est un vieux parti? Oui, il a une longue histoire. Il a une longue histoire dont on est très fier. On a tué Jaurès une fois, on ne le tuera pas une deuxième fois, vous savez. Et donc, je voudrais dire les choses assez clairement. Toutes les avancées sociales dans ce pays, tous les progrès sociaux qui ont été faits, ont toujours été faits par la gauche, avec le Parti socialiste associé à cela. Monsieur Rebsamen, je viens de retrouver le discours de candidature d'Emmanuel Macron. Les appareils politiques, les logiques politiciennes paralysent notre volonté d'aller de l'avant. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique. J'ai pu mesurer ce qu'il en coûte de refuser les règles claniques de notre système politique. Ce système, je le refuse. Alors, si c'est pas mettre à bas... est-ce qu'il n'a pas raison? La vie politique, c'est quoi? Il recrée un parti politique. Donc, finalement, vous savez, les partis, ou alors supprimer la Constitution, l'article 4 de la Constitution. Les partis concourent à l'expression du suffrage. Il faudra des partis politiques. En démocratie, il y a des partis politiques. Ils en créent un. Et ce que je dis, moi, c'est que ce n'est pas l'uniformité. Et donc, il y a d'autres formations politiques qui ont leur place, qui doivent se renouveler, ça oui, bien évidemment, qui doivent, je crois qu'on l'a fait hier, chasser à jamais les frondeurs, c'est-à-dire avoir une position claire. Ça veut dire quoi, chasser à jamais? C'est-à-dire avoir une position claire, débattre en amont et accepter la loi de la majorité dans un parti politique. C'est la règle que moi je me fixe, c'est la règle qu'on s'est fixée hier et je veux qu'on la tienne. Jean-Luc Mélenchon annonce à l'instant qu'il sera candidat, probablement à Marseille. Un commentaire? Non, mais je m'aperçois que Jean-Luc Mélenchon n'a pas parlé de la gauche le soir de l'élection. Il ne prononce plus le mot gauche. Donc il parle de camarades, il parle des gens. Donc la gauche, il a changé de logiciel. Celle qui défendra la justice sociale avec des propositions, un contrat, un programme très précis, eh bien ça va être le Parti socialiste. Mais vous aurez besoin des voix des Insoumis au deuxième tour des élections législatives. Oui. Vous voulez des accords d'ailleurs, vous l'avez dit. Vous voulez des accords dans les circonscriptions. Le FN a fait plus de 60%. Non, il y a eu des accords. Il faut qu'il y ait des accords, on va dire les choses plus clairement. Il faut qu'il y ait des accords là où il y a un risque de victoire FN. Et ça, nous proposons aux autres formations démocratiques de regarder la centaine de circonscriptions où le FN peut être élu pour dire, alors faisons entre nous un accord républicain. Ça, c'est y compris avec En Marche? Y compris avec En Marche, oui. Jean-Luc Mélenchon, encore un mot, il a fait... On verra comment ils répondent face à cette demande des vieux appareils. Jean-Luc Mélenchon, il a fait une belle campagne, 7 millions de voix, mais en étant très violent avec vous. Oui, il a été très violent avec tout le monde, hein. Ça s'appelait le dégagisme. Hein. Ouais. Voilà. Mais il a conquis comme ça, sûrement, récupéré une partie d'électorat il est démagogue populaire. C'est un populiste, moi je l'appelle. Pas démagogue?
je dis populiste, je ne veux pas être vexant, mais je combats les populismes. Voilà. L'information du jour, c'est aussi le retrait de Marion Maréchal Le Pen. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Non, pas grand-chose. S'ils pouvaient tous se retirer, ça serait pas mieux. C'est pas la démocratie, ça. Ça, c'est pas la démocratie. S'ils pouvaient tous se retirer. À l'extrême droite, on n'en a pas besoin, ça c'est sûr. Une toute dernière chose. Ça fait partie de la démocratie. Oui, mais ça dépend. Il y a eu des moments où on interdisait les partis d'extrême droite. Vous le souhaiteriez? Non, mais on s'est posé la question à un moment. Quand ils portaient des idées à l'intérieur de. Pendant le quinquennat de François Hollande? Non, bien avant. Dans les organisations, au moment de la naissance de ces mouvements comme l'OAS, etc., nous avons eu, je crois, ces discussions. Et sinon, François Hollande, il demande un poste à Emmanuel Macron ou il prend sa retraite? Oh, il va vivre sa vie. Je crois qu'il y a une vie après la présidence de la République et je lui souhaite une belle vie. Merci François Rebsamen d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.